Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver une fois de plus. Ce soir, nous allons parler du Brexit ou encore de ce divorce consommé entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point, à ce divorce? Qui voulait vraiment de ce divorce? À qui ce divorce profite et à qui cela ne bénéficie pas? Nous allons en savoir les tenants et les aboutissants de ce Brexit, mais avec une vision un peu plus africaine. Est-ce que le continent africain, comment est-ce que le continent africain est impacté par ce Brexit? Est-ce que c'est dans le bénéfice du continent africain ou encore est-ce qu'il y a des choses à perdre là-dedans? Pour en savoir un peu plus sur ce sujet, nous sommes avec l'ambassadeur Guy Nestor Itoa. Il est ambassadeur de la République du Congo ici au Rwanda, mais il est également le doyen du corps diplomatique ici au Rwanda. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, M. Eddy. Et heureux de vous retrouver avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Aline Ouimana. Elle est de la diaspora rwandaise en Grande-Bretagne. Elle y a vécu de nombreuses années. Elle a vu ce divorce arriver. Elle va nous dire, était-elle pour ou contre ce Brexit? Bonsoir Aline. Bonsoir. Nous sommes également avec notre confrère, parce que c'est un des analystes en économie, Teddy Kaberuka, une figure connue ici à la télévision rwandaise. Il va nous expliquer un peu les conséquences sur le plan économique de ce Brexit. Ça a toujours, tout divorce a un coût, non? Si, absolument. Voilà. On va voir maintenant les gagnants et les perdants de ce divorce. Monsieur l'ambassadeur, pour nous lancer dans l'eau tout de suite, le Brexit, c'est un néologisme. C'est né avec... c'est un mot qui n'existait pas avant. Déjà, il y a le départ de la Grande-Bretagne. Vous qui êtes diplomate depuis de nombreuses années, avez-vous vu ce divorce arriver? Voir arriver... on en parle, ça fait quand même des années déjà. Oui, on en parle, ça fait un moment. Ça fait 3 ans et demi de négociations du départ, mais quand même, écoutez, je parlais du divorce, je dois continuer d'utiliser le mot divorce. Je pense qu'un divorce n'intervient pas du jour au lendemain. Il y a toujours des causes qui mènent au divorce. Vous qui avez vu cette Union européenne se bâtir en tant que diplomate, avez-vous pensé à un certain moment que les gros poissons, les gros morceaux comme la Grande-Bretagne allaient partir de l'Union aujourd'hui en 2020? Je crois que c'est un choix. L'Union européenne, c'est une organisation. On y adhère, comme on peut aussi en sortir. Et pour ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni, je pense que c'est un choix. C'est un choix souverain, un choix qui permet au pays très certainement de se repositionner, qui permet au pays de renforcer certainement son influence sur la place internationale, que ce soit sur le plan économique ou politique, pourquoi pas. Encore qu'il s'agit d'un pays, d'une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pour vous, il s'agit ici de la souveraineté et de la volonté d'un pays. Du côté, quand on parle du pays, Aline, vous avez été en Angleterre pendant des longues années. Combien déjà? Facilement 12 ans. 12 ans. 12 ans, c'est presque une vie pour certains. Ouais. Pendant 12 ans, vous avez vécu dans cette société britannique. Est-ce que beaucoup de gens, notamment dans notre contexte ici au Rwanda et en Afrique d'une manière globale, le Brexit ou le départ de l'Union européenne, on en a parlé que quand vraiment c'est arrivé au niveau du vote, ça faisait l'actualité. Vous qui étiez sur place, pouviez-vous sentir la volonté du peuple britannique de partir de cette union? Je pense un peu la minorité. Ils commençaient à sentir parce qu'il y avait eu beaucoup des Eastern Europeans, les Européens de l'Est qui commençaient à venir et prendre un peu de travail et leur coût était un peu plus moins cher comparé aux Anglais. Et je crois que la frustration a peut-être commencé là. Donc ici, il s'agit d'une question d'économie.
Je pense un tout petit peu, parce que ça commençait à se sentir, vu que je travaille dans la construction et il y avait beaucoup de Eastern European, des Européens de l'Est qui venaient et leur marge était moins chère comparée à celle des Anglais. Teddy, vous, en tant qu'économiste, c'est vrai, vous avez une vision beaucoup plus large de l'économie mondiale. Quand on parlait d'une union, avant le départ de la Grande-Bretagne, c'était comment, 28 membres de l'union. Ça représente quand même un grand marché qui devrait profiter à tout le monde. Mais à entendre les propos de Aline, c'est comme s'il y avait une certaine crainte chez les Britanniques de voir les autres arriver chez eux, comme si leur marché ou leur travail était pris par les autres, entre guillemets. Là, je verrais plutôt cette union à deux échelles. Oui. Il y a l'échelle nationale ou macroéconomique, où par exemple, tout ce qui est politique relatif au marché, à l'exportation, tout ce qui est relatif aux dépenses publiques, là, c'est plus étatique. Et là, il y avait plus de gains parce que il faut l'avouer, l'économie anglaise bénéficiait beaucoup de l'Union. Être membre d'une communauté de 28 États avec toute une population de plus de 600 millions d'habitants et plus, et ça, c'est un grand marché. Ça, c'était un côté. De l'autre côté, il y avait la population qui vivait le quotidien de cette union. Et les éléments qui faisaient que la population pouvait sentir si l'union est bonne ou pas, c'est l'emploi. Donc, il y a deux facteurs qui frappaient le citoyen quotidien. Il y a les Européens de l'Est qui envahissaient leur marché d'emploi, qui venaient à moindre coût, et parfois ils faisaient des petits jobs qui ne paient pas l'impôt, et les gens se sentaient menacés. Et ça, c'est la partie de nos qualifiés. Mais il faut dire qu'il y avait aussi des Européens qui étaient qualifiés, qui venaient pour conquérir les emplois mieux rémunérés. Ça, c'est vraiment une menace, et tout le monde peut le sentir. Mais de l'autre côté, il y avait aussi le parti immigration. Des immigrants africains qui venaient, qui entraient par les différentes voies, notamment la voie l'Italie, le Portugal, et puis ils s'éclipsaient pour atteindre le marché, plutôt la Grande-Bretagne, parce que c'est une grande économie, ils peuvent avoir plus d'opportunités là-bas. Et là, ça présentait une menace pour les citoyens, le quotidien anglais. Mais dans tout ça, il faut dire que même si c'était une union, si on voit l'historique, depuis 47 ans qu'ils sont dans l'union, rappelez-vous que c'était pour eux. Dès le départ, ils voulaient plutôt que ce soit l'union économique, donc qu'ils aient le marché commun, mais pas politique. Nous savons, l'Angleterre n'a jamais accepté le visa Schengen, par exemple. Ça montre qu'ils étaient dans l'union pour une cause bien définie pour eux, mais pas l'union. Dès le départ, l'Angleterre n'a pas été saisie comme tous les autres pays. Ils n'étaient pas animés de la même vocation. Ils avaient un plan pour eux qu'ils ont négocié, et ils ont pu avoir des négociations et conclure des négociations appropriées à eux, parce qu'ils savaient la réalité de leur pays. Et avec le temps, ils ont senti que non, on a trop demandé, on a trop adhéré, et eh bien, il faut qu'on se retire. Voilà. Qui, pour en parler mieux que Nigel Farage, qui est un des députés européens qui venait de la Grande-Bretagne. Nigel, pendant de longues années, depuis le début des années 90, Nigel a voulu que la Grande-Bretagne puisse sortir. Pour lui, il était vu comme un blagueur, on ne le prenait pas au sérieux. Mais Nigel, il explique ici sa vision et sa détermination de voir son pays partir de l'Union européenne. Le drame va me manquer, le théâtre va me manquer. Je vais regretter de ne plus être le vilain pantomime. Vous savez, quand je me lève pour parler et que j'ai 500 personnes qui se mettent à huer ou à s'agiter. Ici, j'ai été pendant de nombreuses années à une place centrale, à côté de M. Borrell, de M. Juncker, de Martin Schulz, de Guy Verhofstadt. Ce côté-là, bien sûr, va me manquer. Mais politiquement, je suis entrée ici dans les années 90, en disant que nous allions sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Tout le monde pensait que tout cela était dingue. Et vous savez quoi ?
Eh bien, c'est en train de se produire. Donc, d'un point de vue politique, je ne pourrais pas être plus heureux. Ambassadeur, les mots sont clairs. Il s'agit d'un député, un élu du peuple qui est venu dans le Parlement européen avec une mission bien définie. Il a toujours porté haut sa voix par rapport au départ de son pays. Personne ne l'a pris au sérieux, mais est-ce que la conjoncture de l'époque n'avait pas permis aux Européens de voir le départ de la Grande-Bretagne? Est-ce que la conjoncture actuelle du monde a influencé ce départ de la Grande-Bretagne? Il ne s'agit, je ne pense pas, de dire oui ou non, le député a raison ou tort. Moi, je pense que tout va, comme je l'ai dit tantôt, de comment le pays voit son avenir dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Voilà. Notre ami, il n'y a pas longtemps, a évoqué le fait que le Royaume-Uni n'ait pas adhéré au traité de Schengen. Donc, le pays a gardé ses frontières fermées pour certaines raisons. De même que la Grande-Bretagne n'a pas partagé la monnaie, l'euro, ils sont restés avec leur livre sterling. Maintenant, tout le problème, c'est de voir, comme je vous le disais, ça peut être une démarche stratégique pour le pays, de se repositionner, d'essayer de faire que, peut-être qu'ils renforcent leur souveraineté, qu'ils renforcent leur influence sur la place internationale, dans le concert des nations. C'est-à-dire par rapport exactement à la situation actuelle, que ce soit la géopolitique ou l'économie mondiale? Bien sûr, bien évidemment. Parce qu'en sortant de l'Union européenne, le pays recouvre beaucoup de choses, dont une énorme partie de sa souveraineté. Donc, il sera en mesure maintenant de négocier, de parler librement à l'international sur certains sujets qui ne pouvaient peut-être pas le faire dans le contexte d'hier, quand ils étaient au sein de l'Union européenne. Vous comprenez que l'économie vient un peu plus, le besoin de vouloir être indépendant économiquement. Est-ce que vous qui étiez en Angleterre, comment vous avez vécu plutôt cette union économique, les avantages qui étaient les vôtres par rapport à l'Union européenne? Aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui part? Oui, quand même. Pour voyager, pour vivre dans d'autres pays. Les gens de mon âge, ils ont tout le temps tendance à aller en vacances, peut-être en Espagne. Et, certains Anglais aussi vivaient en Espagne. Mais maintenant, tout va un peu changer. Il ne faut pas se dire, OK, je me réveille aujourd'hui, je veux aller vivre dans un autre pays. Ça va changer. Et il y a beaucoup de choses qu'on va perdre, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut gagner. Donc, on n'est pas sûr de l'avenir, mais c'est bien. Beaucoup de gens aiment les Anglais, certaines personnes sont contentes par rapport à ça. Mais jusque-là, personne ne sait l'avenir. Jusqu'à là, on ne sait pas qu'est-ce que... C'est une bonne chose qu'ils vont être indépendants, qu'ils vont prendre leurs propres décisions par rapport au futur, par rapport à leurs droits, par rapport peut-être à la politique africaine. Mais le reste, c'est à l'avenir qui va nous dire. Justement, Oui. l'avenir, c'est aussi fait, il est fait par le climat politique. Si on regarde la marge ou la différence entre le oui et le non, elle est vraiment mince parce qu'on a 47 contre 53. Est-ce que vous, quand tu regardes la société britannique aujourd'hui, si on a les oui et le non sont tellement proches, est-ce que cela peut aboutir à la division de la société? Au fait, moi, j'avais remarqué beaucoup de gens n'ont pas voté parce que dans leur tête, ils savaient que personne, on va pas sortir. C'est impossible qu'on sorte. Mais vu qu'il y a beaucoup de jeunes et certaines personnes n'ont pas Quand été vous dites votées, les gens ne sont pas allés voter, Non, qui ils a sont- voté alors? les gens qui voulaient Brexit,
Ils se sont dit, écoute, on doit quitter. Mais les autres, personnellement, mais non, on ne va jamais quitter. C'est normal. Là, tu as du mal un peu à nous dire si tu as voté pour le oui ou le non. Ta situation. Je ne peux pas dire. Mais tout ce que je veux savoir, parlons du non, parce que c'est le non qui a gagné. Oui. Toi, quand tu regardes les noms, par quoi est-ce que ce non est justifié? Les gens qui ont voté pour le départ, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste être Qui sont ces gens indépendants. par rapport à la géographie du pays? Ils veulent juste être indépendants. À la géographie du pays, ça, je ne veux pas aller... c'est plus les gens peut-être du Nord. Oui, parce que eux, il y a beaucoup de leur... travailler, c'est désolé, excusez-moi pour mon anglais. Ça va, ça va. Donc, c'était des labor persons. Ils veulent construire les ouvriers. Ce sont les ouvriers, voilà, oui. c'est les ouvriers. C'est des gens qui travaillent. Et du coup, beaucoup de travaux ont commencé à diminuer. Et bon. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure là. C'est les ouvriers. En fait, il faut voir la Grande-Bretagne. Enfin, je vois ça en deux parties. Il y a la partie, l'Écosse, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Et ces deux la majorité voulait rester à la partie européenne. Mais la Grande-Bretagne, avec la reine au centre, eux, ils voulaient quitter. Pourquoi? Il y a deux éléments qui poussaient ça. Premièrement, avec l'expansion de l'Union européenne, il y a des petits pays, des petites économies qui entraient à l'Union et ils profitaient davantage d'être partie de l'Union parce qu'il y a les pays qui contribuent à l'Union européenne un pourcentage de leur niveau de produit intérieur brut, un pourcentage. Donc, plus tu es grand, plus tu contribues beaucoup. Et là, le retombée économique n'était pas aussi équitablement trouvé par les pays. Parce qu'il y a aussi des budgets qui étaient alloués aux pays par rapport à leur taille et par rapport à leurs besoins. Ça se voyait que les grands pays injectent plus de l'argent qu'ils trouvent de l'Union. Ça, c'était un débat très, très, très fort au niveau des parlementaires britanniques. Deuxièmement, ces pays satellites comme l'Écosse et l'Irlande du Nord, eux, comme ils exportaient beaucoup à l'Union européenne, ils disaient, mais écoutez, pour nous, on a plus de gains à rester à l'Union que quitter. C'est pourquoi quand tu vois, par exemple, sur le plan de vote, les Écossais et les Irlandais du Nord, ils ont plus voté pour le rester que quitter. Évidemment, tu vois, les élections, c'est toujours la majorité qui compte. Si tu as 51 contre 49, tu passes. Mais même sur la structure de l'âge, il y a plus de jeunes qui ont voté pour le non que les adultes. Les adultes, avec leur philosophie conservative, ils disent, mais écoutez, avant l'Union, il y avait plus d'emplois, il y avait plus d'opportunités, il y avait moins d'immigrants. Ça aussi, c'est notre élément qui faisait les échos. Ils disaient, parce que si quelqu'un peut entrer par l'Italie et s'éclipser jusqu'à entrer chez nous, c'est parce qu'on a ouvert les frontières. Par rapport aux accords de l'Union. Voilà. Un autre élément qui était majeur, c'était les législations qui étaient votées sur le plan de l'Union s'appliquaient à tous les membres de l'Union. Ça veut dire que les parlements de chaque pays n'ont pas la flexibilité de s'opposer à des éléments qui ne le concernent pas. Parce que tu vois, tu t'imagines négocier un traité pour 28 pays. Parfois, ta réalité n'est pas la réalité d'un pays. C'était ça le cas des Anglais. Parce que si tu prends un pays, par exemple, comme la Roumanie, c'est une petite économie. Si tu prends un pays comme la Grèce, avec les crises économiques qu'ils ont eues, mais on a dû injecter de l'argent pour sauver l'économie grecque. Mais les Anglais disent, mais attends, ça c'est une partie de notre richesse qui va pour financer d'autres économies. C'est l'argent du contribuable en même temps. Évidemment, c'est ce que cela veut dire. Voilà, donc c'est ce qui créait des frustrations au niveau des Anglais. Et tel que les accords sont conçus, soit tu es membre et tu adhères à tous les principes, soit tu ne l'es pas.
alors tu négocies la sortie. Donc, je pense que, et ça c'est une leçon peut-être qu'ils doivent tirer, et tous les pays, à chaque fois que les pays pensent l'union, il faut toujours se donner la marge, donner les différentes options comme ça. On n'est pas toujours lié à 100%, soit on est dedans ou on est dehors. C'est un défi qui a été remarqué dans ce processus de Brexit. Justement, le Brexit, il y a eu un référendum. Le peuple a décidé. Mais il y a certains représentants du peuple, certains analystes, certaines grandes figures de la politique ou de la vie politique en Grande-Bretagne qui se sont exprimés. On a le nom qui a gagné, c'est vrai, mais il y a les gens, les pro-européens, les gens comme Tony Blair, qui est l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne entre 1997 et 2007, c'est 10 ans à Downing Street. Celui-ci était parmi les gens qui ne voulaient pas entendre du départ de la Grande-Bretagne. Il a dit que le peuple a voté, mais le peuple ne savait pas ce qu'il faisait. On écoute ici Tony Blair, ce qu'il dit de ce Brexit. But the people voted without knowledge of the terms of Brexit. As these terms become clear, it is their right to change their mind. Our mission is to persuade them to do so. The road we're going down is not simply hard Brexit. It is now Brexit at any cost. Our challenge is to expose relentlessly what that cost is, to show how the decision was based on imperfect knowledge, which will now become informed knowledge, to calculate in easy-to-understand ways how proceeding will cause real damage to our country, and to build support for finding a way out from the present rush over the cliff's edge. C'est Tony Blair, qui est l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne. Aline, Tony Blair, quelque part, il a dit qu'il était de la tâche des responsables politiques d'expliquer à la population qu'ils peuvent toujours revenir à la raison. Mhm. Vous pensez que les gens sont allés voter pour des choses, pour un référendum dont ils ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants? Au fait, je crois, politiquement, c'était un peu un choc par rapport aux personnes qui vivaient là-bas. Et comme par hasard, nous tous, on a commencé à avoir des emails nous dire « Ok, il faut faire un référendum, il faut voter pour dire qu'il faut qu'on refasse le vote. » Mais je ne pense pas qu'ils vont revenir en arrière. C'est parti, on doit juste voir ce qui va se passer après. Et le futur est différent comparé à ce que nous on veut. L'idéal, c'était de rester peut-être, parce que c'était plus financièrement pas bien pour les Anglais, mais bien pour la jeunesse et les organisations qui travaillaient ensemble. Mais même dans les taxes, monsieur va expliquer, je crois que ça va être un peu différent. Ouais. Et je crois que les Anglais ils vont ressentir le coup de sortir, ça veut dire quoi? Oui. Justement, est-ce qu'il y a eu une sensibilisation des partis politiques ou d'autres organisations pour que, au dernier Britannique, pour qu'ils comprennent ce référendum, à quoi cela rimait et que voulait vraiment... Je pense pas. Non? Je pense pas. Vous vous sentiez intéressé par rapport à ce référendum? Pas du tout. En fait, on se disait, OK, c'est peut-être on peut sortir, mais on ne pensait pas vraiment qu'on va sortir. Et c'est ça le choc qui est venu après, parce que juste après, on a eu plein d'emails. OK, vous allez faire un email pour dire, OK, vous allez sortir, rester. Donc. Mais en fait, il y a un constat dans les pays développés par rapport au vote, aux élections. Quand tu vois, par exemple, le taux de participation,
C'est général, hein? Ce n'est pas seulement au référendum britannique, même pour les élections présidentielles. Le taux de participation n'est pas plus... Il est très rare que les pays développés, ils ont 70% de participation. Donc, tu t'imagines si déjà tu as un taux de participation qui est bas, et généralement, ceux qui participent, c'est ceux qui veulent le changement. Ce n'est pas ceux qui veulent le statu quo. C'est un peu psychologique, mais c'est ça. Ceux qui veulent, ils travaillent pour avoir le changement. Ceux qui veulent le statu quo, ils disent « Ah, ce n'est pas notre affaire ». Et c'est ce qui a été le cas chez les Anglais. Monsieur Lamont. Je pense à toute autre chose par rapport aux différentes questions que vous avez posées à madame. Je pense que vous voulez savoir c'est quoi le modèle d'intégration socio-professionnelle des communautés étrangères au niveau du Royaume-Uni. Ça, c'est tout un autre problème. C'est à elle d'apprécier ce type de modèle parce qu'elle l'a vécu et autres. Mais sinon, par rapport à l'Union européenne en tant que telle, quand elle est créée, quand dans les années 48, après la Deuxième Guerre mondiale et autres, la vocation première de l'Union européenne, c'était d'éviter les guerres au niveau de cet espace européen. Et je pense que si on s'en tient qu'à cette vocation, aujourd'hui, c'est un succès, parce que si on repart dans les guerres, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, les dégâts que ces guerres ont fait, surtout au niveau de l'Europe, ils sont incommensurables. Donc, il faut qu'on fasse cette démarcation, surtout qu'on n'a pas sur le plateau un Anglais. Donc c'est assez délicat si on avait un Anglais qui, là, au moins, il pouvait donner son appréciation de la chose. Or, ici, il faut plutôt beaucoup plus parler des personnes étrangères ou intégrées ou comment, même quand ils ont eu la nationalité, mais ça concerne les personnes, les communautés étrangères vivant dans le Royaume-Uni. Il faut peut-être parler de leur intégration, comment ils ont senti. L'intégration dont on parle aujourd'hui, c'est que déjà avoir le droit au vote, c'est-à-dire que vous êtes déjà intégré, l'acquisition de la nationalité, mais c'est un des éléments de la société. C'est pourquoi j'insistais beaucoup sur le climat qui a précédé ce vote et les signes avant-coureurs qui sont arrivés. D'abord, pour que le référendum soit organisé, c'est que vraiment il y avait un besoin. On ne se réveille pas un matin, on s'est dit on va passer au référendum. Est-ce que, parce que je voulais savoir en même temps, en ce qui te concerne, toi, tu t'es senti à un moment menacé, entre guillemets, ton travail menacé par le flux des immigrants qui arrivaient en Grande-Bretagne, légalement ou illégalement? À mon travail, non. Mais les autres, je crois qu'ils ont senti ça. C'était quoi leur frustration, leur peur? C'était quoi? Par exemple, vous pouvez payer une personne 20 pounds par heure, mais il y a quelqu'un qui vient qui veut 7 pounds par heure. Comment il va se sentir? Vous n'allez pas, vous, avec votre expérience de 20 ans dans ce travail, accepter 7 pounds par heure pour un travail que une autre personne de la Eastern European va accepter. En fait, c'est ça. C'est ça que je. Mais il y avait quand même des barrières par rapport à la législation, non? Oui, vous n'êtes pas protégé par la législation? Ça existe, mais bon, dans toute société, il y a toujours des histoires. Voilà, on continue notre débat. Je pense qu'on va suivre également Michel Barnier. Lui, il était le négociateur en chef de l'Union européenne pour ce qui est du départ de la Grande-Bretagne, parce qu'il y a eu un débat par rapport au coût de ce divorce-là, de ce Brexit. Ça a un coût. On a parlé des 50 milliards, on a parlé de montants assez affolants. Lui, il explique ici les conditions dans lesquelles la Grande-Bretagne est partie. Il essaie un peu d'entrevoir un peu le futur de cette
cohabitation entre la Grande-Bretagne et le continent européen ou l'Union européenne? Michel Barnier. Amis, pays partenaires, pays alliés. Sur ce point, le gouvernement de Boris Johnson a fait un choix clair sur le plan de la relation future économique, c'est le choix d'un accord de libre-échange. Toute référence à d'autres options, notamment l'option de créer éventuellement entre nous un territoire douanier unique, a donc été éliminée. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est, si je puis dire, notre proximité géographique, assez durable. C'est aussi notre interdépendance avec l'économie du Royaume-Uni, très forte. Nous nous sommes mis d'accord pour avoir des garanties solides de level playing field afin de permettre un accord de libre-échange ambitieux, ça veut dire sans tarifs et sans quotas. Sur ce point, je veux témoigner pour en avoir souvent parlé dans mes différentes visites à l'intérieur de l'Union, que les États membres, tous les États membres, le Parlement européen, les parlements nationaux, évidemment les entreprises, les communautés d'entreprises que j'ai rencontrées, sont extrêmement attentifs et resteront extrêmement attentifs à l'existence d'un socle commun sur les standards applicables à la fin de la transition pour ce qui concerne les droits sociaux, la protection de l'environnement, les aides d'État et les questions de fiscalité. Il y a toute une lecture économique qu'il est en train de faire, d'entrevoir, pour ce qui est de cette période entre le 31 janvier et le 31 décembre, mais il y a également la cohabitation. Il parle de l'allié, il parle de l'ami, mais cet ami qui part, cet allié qui part, c'est vrai. Teddy, c'est quoi le coût économique pour la Grande-Bretagne? Qui sort gagnant, économiquement parlant? Dans le court terme, la Grande-Bretagne est perdante. Elle perd. Parce que si le tarif douanier sera rétabli encore, ça veut dire que la quantité des produits exportés vers le marché européen va diminuer. Évidemment, le prix va augmenter des produits anglais et puis la quantité va diminuer. Ça, c'est le court terme. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que les négociations continuent. Parce que malgré qu'il y a divorce, et il a bien éclairci ça, ils disent on reste voisins, hein, on reste alliés. Ça veut dire qu'il y a toujours une voie de négociation qui est envisagée. Parce que il faut dire que ce n'est pas seulement l'Union qui perd la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne aussi perd l'Union. Donc, il y aura des négociations qui peuvent aboutir à un compromis quelconque. Évidemment, ça ne sera pas zéro tarif douanier parce qu'ils ne sont pas membres, mais il y aura un compromis sur le plan tarif douanier. Parce que c'est là où réside le nœud des exportations. On parle de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros que la Grande-Bretagne doit verser à l'Union européenne. Oui. Pour les néophytes ou les gens qui ne comprennent pas exactement c'est quoi ces 40 milliards, pourquoi ces 40 milliards? Bon, d'après les accords, quand un pays quitte, doit verser ce montant. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiques qui ont été adoptées par l'Union, qui doivent être mises en application. Il y a des contributions des pays qui doivent être faites. Alors, si on a un programme sur 5 ans, et du coup, un pays veut quitter, il faut que ce programme qui existe continue pour ces 5 ans. Donc, c'est pourquoi c'est comme une indemnisation des engagements que les États ont faits pendant une période donnée. Donc, il y a ce montant qui a été fixé. Vous pensez que si aujourd'hui la Grèce décidait de partir, payerait ce montant? Bon, peut-être que ce ne sera pas le même montant parce que c'est un montant qui est proportionnel à la taille de l'économie. Ça ne sera pas le même montant, mais il y aura un montant qui sera fixé. Et puis, je vois mal un pays pauvre comme la Grèce quitter. Parce que c'est comme aller s'enterrer vivant. Ils peuvent pas. Ils gagnent plus que ce qu'ils perdent. Donc, eux, ils ne peuvent pas.
Ce sont les grands pays. Par contre, si je vous comprends bien, vous voulez dire... Si c'était l'Allemagne, l'Allemagne peut partir. Hein. Si je comprends bien, oui. C'est une union qui n'est là que pour faire vivre les petites économies, les petits pays. Non. C'est vraiment l'union où tout le monde gagne, mais ceux qui gagnent plus, c'est les petites économies. Les grandes économies, évidemment, ils ont un grand marché. Évidemment, pour leurs entreprises, ils vendent à un grand marché. Mais les petites économies, ils gagnent beaucoup. Il y a un autre élément par rapport à ces frais. Ça fait déjà 3 ans et demi qu'ils négocient sur le même sujet, mais qui paye les frais? C'est celui qui va partir. C'est lui qui doit payer la facture. C'est 3 ans de gens qui sont tout le temps payés, chaque mois par mois. Tous ces négociateurs, ces parlementaires, mais ils sont payés. Quelqu'un doit payer la facture. Voilà. Donc, dans l'élaboration de ce montant qui doit être payé, aussi ce coût relatif aux négociations sont aussi gérés par cette enveloppe. Je pense que la Grande-Bretagne avait-elle raison de partir? Non. Au regard de la configuration de l'économie mondiale? Vu les différents aspects de l'économie sociale, politique d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils ont fait un bon choix. Évidemment, ils ont leur raison, mais si j'étais votant anglais, j'allais voter pour rester à l'Union européenne. Justement, nous voyons la question du côté africain. Quand on parle de l'Afrique, on parle de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous sommes dans une Union africaine qui est en train de connaître certaines réformes qui ont commencé depuis une certaine période. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes diplomate, mais également avec une vision panafricaniste aujourd'hui. Y a-t-il à craindre par rapport au Brexit? Les Africains ont-ils quelque chose à craindre par rapport à cette expérience de l'Union européenne? Ou y a-t-il des leçons? Parlons des leçons. Y a-t-il à craindre? Y a-t-il des leçons? La Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne, c'est un pays, un grand contributeur au niveau de l'Union européenne. On sait ce que sont nos relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. Évidemment, si c'est à ce niveau-là, il y a peut-être à craindre parce qu'il y aura forcément une incidence sur le financement et autres. Encore que, heureusement, au niveau de l'Union africaine, il y a aujourd'hui des réflexions qui sont menées pour essayer de réduire la dépendance financière de l'organisation. Donc, si c'est à ce niveau, bon, il y aura sûrement un impact. Mais sinon, si on reste au niveau de la coopération classique bilatérale, je ne pense pas que ce côté-là soit affecté. Parce que le Royaume-Uni a des partenariats au niveau du continent africain, certainement avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, peut-être les pays du Maghreb et autres. Mais là, je ne pense pas que la coopération bilatérale soit aussi affectée que cela. Je pense que c'est plutôt peut-être une occasion aussi pour ces pays africains de se repositionner parce qu'ils vont avoir maintenant un nouveau partenaire avec lequel ils vont commencer un autre type de dialogue. On a vu qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un sommet Union, plutôt le Royaume-Uni et Afrique. Et à cette occasion, il y a eu aussi des annonces. C'était un sommet sur les investissements, mais il y a eu des annonces allant jusqu'à des sujets assez sensibles comme l'immigration, où ils ont dit qu'ils vont réviser leur politique sur l'immigration. On connaît l'engagement, par exemple... Le beau discours également pour ce nouveau partenariat. Il faut trouver des mots justes pour débuter un partenariat, non? Oui, beau discours, oui, mais il faut un discours. Il faut un discours. Et voilà. Donc, les accords signés et autres. Et on sait que le Royaume-Uni est un pays qui est à la pointe des technologies. C'est un pays qui
même les finances, tout ça, l'éducation. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour l'Afrique d'essayer de voir comment se positionner sur ce plan-là, parce que nous aussi, on fait face à nos défis, à nos réalités. L'Afrique a besoin de se développer, l'Afrique a besoin de développer son secteur industriel, l'Afrique a besoin des infrastructures. Aujourd'hui, l'Afrique a cet accord-là, l'ASLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Il ne faut pas que ça reste un fusil sans munitions. Donc, il faut aussi qu'on essaye de voir, pas seulement à partir du Royaume-Uni, mais des autres partenaires. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni deviendra un nouveau partenaire à part entière, parce que la coopération avec l'Afrique, évidemment, il y avait déjà cette coopération, surtout la dimension bilatérale avec d'autres pays, mais ça va changer parce que la marge de manœuvre du pays sera renforcée, parce que le pays va gagner en termes de souveraineté. Parce qu'il y avait des secteurs pour lesquels le pays ne pouvait pas coopérer directement avec l'Afrique sans passer par Bruxelles. Parce qu'il y a des domaines qui sont très mutualisés, donc qui relèvent de la compétence de l'Union. Donc ils ne pouvaient pas aller directement, mais sans se référer à l'Union. Or, aujourd'hui, avec le Brexit, ils seront beaucoup plus libres de parler avec les partenaires. Et dans notre cas, les partenaires africains. Donc ça change. Parmi les craintes qu'ont exprimées les Européens, les pro-européens, pour convaincre les Britanniques de rester, c'était leur faire voir qu'aujourd'hui, il y a des blocs qui se constituent sur la scène internationale. Nous avons déjà les États-Unis, c'est un ensemble, un bloc à part. Nous avons également d'autres blocs qui sont nés, mais également l'Union africaine qui est en train de se constituer en bloc économique, un marché de 1 milliard 200 ou 300 millions d'habitants. C'est énorme. Vous pensez que l'Union européenne qui a financé à l'échelle, je pense, de 70% les projets de l'Union africaine avec les nouvelles réformes qu'il y a aujourd'hui, vous pensez qu'il y aura une diminution par rapport au rythme du financement de l'Union européenne avec le départ de la Grande-Bretagne? Probablement parce que ça vient des capacités financières de l'Union. La Grande-Bretagne était un des grands pays contributeurs du budget de l'Union européenne. Donc, s'ils partent, évidemment, la capacité de financer des financements extérieurs de l'Union européenne va réduire. Mais je pense que ça c'est regarder ça d'un côté. Mais de l'autre côté, la Grande-Bretagne viendra comme un autre partenaire de l'Union africaine. Maintenant, justement, venir comme un autre partenaire. Oui. Comment est-ce que l'Union africaine va cohabiter avec ce divorcé-là, avec son ancien partenaire? Excusez-moi, moi je ne les appellerai pas des divorcés, plutôt je les appellerai des partenaires aussi. Ils sont partenaires. Parce que quand on parle... Sois pas diplomate. Non, c'est la réalité. Sois économiste. Hein? Non, mais attends. Ce matin, je regardais en termes de chiffres des exportations de pays comme l'Écosse, comme l'Irlande du Nord, en termes de produits agroalimentaires. Ça représente pratiquement 20% des exportations de l'Europe. Tu vois, donc c'est vraiment énorme. L'Europe ne peut pas s'en passer de la Grande-Bretagne, quelles que soient les conditions d'appartenance ou de non-appartenance. Ils doivent collaborer, ils doivent échanger des produits. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont partenaires. Par contre, la Grande-Bretagne, vu qu'elle n'est plus partie de cette union, elle est libre de dialoguer avec l'Union africaine. Qui elle veut. Bien sûr, bien sûr. Et à n'importe quelle échelle. Parce qu'avec l'Union, il y avait toujours des limites. Ils ne pouvaient pas franchir certaines limites. Certains domaines, d'ailleurs, ils n'étaient pas habilités à le faire parce que c'était dans les accords. Donc, à un certain moment, ça les liait les mains de négocier avec l'Union africaine. Par contre, bon, ça c'est vraiment une interprétation personnelle. Quand je vois, par exemple, le moment de ce sommet entre l'Union africaine et la Grande-Bretagne, le timing de cet événement, ça dit ce que ça veut dire. Voilà, donc pour moi, ça veut dire, ils sont en train de préparer l'avenir. Voilà, pour leur marché, pour leurs entreprises. Et puis,
on a vu, ce n'était pas un sommet de bons discours et partir sans accord. Il y a eu des accords, des business, il y a eu des deals, comme on les appelle les Anglais. Donc, ça veut dire qu'on va avoir plus la Grande-Bretagne qui va envahir le marché africain avec leur technologie, avec leur secteur financier qui est rien à comparer avec le reste de l'Europe. On va le voir qui viennent en Afrique avec ça. Et puis les investissements étrangers des Anglais vers l'Afrique, je pressens que l'enveloppe va augmenter. Aline, toi qui as vécu longtemps en Angleterre ou en Grande-Bretagne de manière globale, quels sont les bénéfices aujourd'hui d'avoir un partenariat entre la Grande-Bretagne et l'Afrique où tu opères aujourd'hui dans le monde du business? Oh mais non, on a entendu ça, on a entendu ça depuis des années. Mais c'est vraiment Quand est-ce qu'il sera le lit de l'humanité et cesser d'être le berceau? Mais tout le monde vient vers nous maintenant parce que nous, on a ce potentiel de grandir. C'est notre moment. On commence à voir cette réalité de savoir travailler, pas d'être guidé, de savoir travailler de nous-mêmes. C'est pourquoi même je suis devenue ici au Rwanda pour ça. Justement, je comprends ton approche, mais de manière pratique, quels sont aujourd'hui les secteurs que toi, tu vois des secteurs sur le domaine économique, bien sûr, les secteurs qui peuvent être d'intérêt pour le continent africain par rapport au marché britannique et vice-versa? L'énergie, la construction, les études, prendre des jeunes d'ici, les emmener là-bas pour étudier et revenir en Afrique. Donc, c'est ça que nous tous, on essaye de faire. Aller apprendre beaucoup et revenir ici et créer quelque chose pour notre pays. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, les Africains, même qui sont ici, ils ont cette mentalité avec les réseaux sociaux pour te dire, OK, on peut contacter quelqu'un en Angleterre. Il y a des compagnies, par exemple, dans mon secteur, qui vendent de carreaux. Au lieu d'aller quelque part, tu vas directement en Angleterre et on a beaucoup de connexions maintenant. C'est plus facile. Oui. Monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, là, je parlais de l'Union africaine qui est en train de se former en bloc, de se développer, tout ça. Mais tous les pays ne sont pas au même rythme, où tous les pays africains, peut-être, ne comprennent pas ces réformes de la même manière, où les priorités ne sont pas nécessairement les mêmes pour les continents, pour les pays du continent. Comment est-ce que le continent africain aujourd'hui va cohabiter avec plusieurs blocs maintenant? On a vu Chine-Afrique, on a vu des sommets Russie-Afrique, on a vu le dernier sommet Grande-Bretagne-Afrique, déjà la vieille France-Afrique qu'on connaît déjà avec tout ce qui se trame derrière. Mais aujourd'hui, ça sera comment le repositionnement du continent africain? Quels sont les besoins, les priorités du continent africain? Comment est-ce que l'Union va vivre dans cet environnement? Et je crois que je venais de l'évoquer. Je venais de dire que l'Afrique a ses défis. Évidemment, l'Afrique a ses priorités. Le développement industriel, c'est quelque chose de très déterminant pour le développement de l'Afrique. Vous avez évoqué l'énergie, c'est quelque chose de très très important pour l'Afrique. Les infrastructures, de façon générale, c'est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, il faut donner la possibilité, par exemple, à l'Africain de voyager facilement, parce qu'on parle du commerce intra-africain qui est très très faible. Mais comment on doit c'est moins de 20% travailler aujourd'hui. Le commerce intra-africain, c'est moins de 20%. Voilà. Ouais. C'est quand même... Mais voilà. Comment allons-nous travailler pour relever le niveau de ce commerce-là? On est organisé en zones et autres. Maintenant, avec l'accord, on peut partir d'une zone à une autre très librement. Mais comment s'y prendre? Et même comment nous prendre en tant qu'Africains, en tant qu'ensemble, avec les autres puissances étrangères. Donc ça, c'est à nous. C'est à nous de donner un contenu à ce que nous voulons. Et ce qui doit être la coopération entre nous et les autres puissances. Donc ça, c'est à nous. Les autres puissances savent ce qu'ils veulent en Afrique. Mais voilà. Nous, qu'est-ce que nous leur apportons? Mais l'Afrique ne doit pas seulement être se creuser là, des matières premières.
Oui, il faut que l'Afrique commence à Parce qu'on transformer. parle de l'Afrique qui est un marché. Mais quand est-ce que l'Afrique aussi... Quand est-ce qu'ils seront un marché pour nous? Mais c'est ça. L'Afrique doit travailler pour que son marché devienne de plus en plus compétitif. Il doit travailler en son sein et il doit travailler avec les autres. C'est un peu ça. Oui. Avec plusieurs partenaires aujourd'hui, quels seront ou qui seront nos partenaires à privilégier? Pourquoi il ne faut pas parler en termes de partenaires privilégiés. Nous sommes aujourd'hui un continent avec des pays à l'intérieur. Nous coopérons avec les autres. C'est à nous de voir où nous trouvons notre intérêt. Là où l'Afrique trouve son intérêt, il s'assoit sur la table de négociation et il négocie. Mais il n'y a pas question de privilégier des partenaires ou comment, non. Ça, c'est à l'Afrique, déjà, de définir ce qu'il lui faut, ce qu'il faut à l'Afrique pour son développement. Voilà. Entre-temps, nous parlions là, par exemple, des infrastructures. Oui. Mais comment allons-nous développer les infrastructures? Il n'y a pas longtemps, on disait que le Royaume-Uni est à la pointe, par exemple, des technologies ou des finances. Parce que nous, pour développer les projets, on a peut-être besoin d'argent. On peut aller voir ceux qui ont l'argent et pour dire, ben voilà, nous voulons développer ceci. Nous voulons relier, par exemple, l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. Et comment allons-nous faire? Ainsi de suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un existant. Oui, mais on veut le renforcer. Et comment faire? Avec quel partenaire? Voilà. Dans la réalité de partenariat, c'est que Vite, parce qu'il nous reste peu de temps. chaque partenaire a sa force. Tous les pays, toutes les grandes puissances n'ont pas les mêmes capacités à leur niveau. Donc chaque pays peut avoir son apport dans la coopération avec l'Afrique. Donc il y a ceux qui sont par exemple plus pointus au niveau, par exemple, de technologie. Il y a ceux qui sont pointus au niveau de finances. Il y a ceux qui sont pointus par rapport à l'infrastructure, comme la Chine. Il y a le Japon qui est au niveau de la technologie aussi avancée. Donc, chaque partenaire peut apporter à l'Afrique une contribution. Mais il y a une précision. Oui. Ces partenaires, la plupart de ces partenaires, hormis l'Union européenne, Oui. les États-Unis, c'est un pays Oui. qui traite avec l'Afrique. Nous avons la Chine, Qui c'est traite un avec tout pays le monde, qui d'ailleurs. traite avec tout un continent, Oui. l'Union africaine. Oui, oui. Nous avons la Grande-Bretagne qui traite avec l'Afrique en tant que continent. Oui. Eux, ce sont des pays. La Russie, c'est un pays. Oui. Comment est-ce que cette tendance aussi de prendre l'Afrique comme un pays, non pas comme une union? N'oublie pas que ceux qui ont morcelé l'Afrique, en fait. L'Afrique, initialement, c'était tout un ensemble. Ce sont ces mêmes grandes puissances qui sont mises sur la table et disent, écoutez, on va découper l'Afrique en petits morceaux de pays. Et puis, du coup, on se retrouve avec cette réalité économique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont eu le temps de se reconstruire pour être des grandes puissances, des royaumes, des grands. Donc, aujourd'hui, ils sont à la hauteur de négocier avec l'Afrique parce qu'ils sont puissants, mais l'Afrique n'est pas aussi faible pour ne pas avoir une voix solide, une voix harmonisée. On tend vers un continent qui a un agenda commun pour négocier pour l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, pour peut-être terminer, vous pensez que les raisons que la Grande-Bretagne a avancées pour quitter l'Européenne peuvent être les raisons d'un des pays de l'Union africaine demain ou après-demain? Pour répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit des États. Vous avez évoqué par exemple les États-Unis d'Amérique, mais c'est un ensemble d'États, c'est vous qui l'avez dit. Donc c'est normal que nous aussi, nous soyons un ensemble d'États ensemble. Pas la même définition. Quand vous parlez de la africaine. Russie, quand vous parlez de la Russie, c'est la Fédération de la Russie, donc c'est un ensemble d'États aussi. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que l'Afrique. L'Afrique, pour arriver maintenant à votre question, nous la voulons... Ils ont les mêmes institutions, ils ont un même président, ils ont un même parlement. Ce n'est pas le cas. C'est un processus. C'est un processus. On est là, on parle de l'Union européenne, c'est tout un processus. Ça a commencé peut-être il y a 69 ans, ils étaient à 6. Après, ils sont arrivés et aujourd'hui, ils sont peut-être à 27, maintenant moins le Royaume-Uni. Donc c'est tout un processus. Nous, l'Afrique doit se construire dans le temps du monde et à
à son image. Le problème, c'est celui-là. Maintenant, pour arriver à votre question... Oui, pour terminer, on a un peu de temps qui nous reste là. Je crois que l'Afrique, à travers l'Union africaine, c'est une maison à nous tous. Du Caire au Cap, elle doit rester un bloc compact. C'est vrai que ce genre de choses peuvent arriver, mais ce n'est pas ce que l'Afrique souhaite. C'est parce que les Africains souhaitent. Il faut qu'on reste un bloc compact. Ambassadeur Guy Nestor et toi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ambassadeur de la République du Congo au Rwanda, mais également le doyen du corps diplomatique ici au Rwanda. Merci également à Aline Ouimana, qui est rwandaise de la diaspora, qui a vécu une dizaine d'années en Angleterre et en Grande-Bretagne de manière générale. Je remercie également Teddy Kaberuka, expert économiste également rwandais. Merci pour votre contribution. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Propos majuscules, c'est la télévision rwandaise. Je m'appelle Eddy Sabiti. À la prochaine.